Comment une simple troupe de 300 chevaliers a-t-elle pu stopper une armée composée de 26 000 soldats? Que diriez-vous si je vous révélais que le dirigeant de cet exploit était un jeune roi atteint de lèpre, dans un contexte où Jérusalem était suspendue à un fil avec Saladin, le sultan le plus redouté, avançant avec la conviction d'une victoire complète, émergea une personnalité surprenante. Baudouin IV, un jeune homme malade mais doté d'un esprit insoumis. Soyez prêts à découvrir comment un roi agonisant qui dirigeait depuis l'avant-garde a incité ses hommes à braver l'impossible. Durant le XIIe siècle, la Terre Sainte était une véritable mèche de poudre, prête à faire sauter la situation. Les États croisés, ces régions chrétiennes conquises suite à la première croisade, formaient une fragile étendue de terre au milieu d'une mer musulmane toujours plus tumultueuse. Jérusalem, la cité sacrée par excellence, resplendissait tel un précieux bijou que chrétiens et musulmans revendiquaient comme leur propriété divine. Dans cette atmosphère de tension persistante, se leva une personnalité qui allait modifier l'histoire, Saladin. Ce souverain d'Égypte et de Syrie ne se contentait pas d'être un dirigeant ordinaire. Il avait une union fatale de charisme, de stratégie militaire et de dévotion religieuse qui faisait de lui l'ennemi le plus redoutable jamais rencontré par les croisés. Son objectif était précis et audacieux: rassembler toutes les puissances musulmanes sous son étendard et reprendre Jérusalem au nom de l'islam. Ce qui faisait de Saladin une figure particulièrement redoutable, c'était sa faculté à galvaniser les foules. Là où d'autres dirigeants musulmans n'ont pas réussi à rassembler les différentes tribus et factions, il a su réussir à construire un mouvement uni. Son renom se propageait des dunes égyptiennes aux cimes syriennes et on chuchotait son nom avec vénération dans les marchés de Damas et du Caire. Pour les États croisés, c'était une menace sur leur existence même. Ils se sont maintenus à flot pendant des décennies, en exploitant les divisions internes du monde musulman. À présent, ils se heurtaient à un adversaire cohésif et résolu, doté de ressources largement plus importantes et animé d'une motivation religieuse qui rivalisait avec la leur. On ne saurait minimiser l'importance stratégique de Jérusalem. Ce n'était pas simplement une autre ville, c'était le centre spirituel du christianisme, l'endroit où le Christ avait marché, a été crucifié et a ressuscité. Sa perte ne représenterait pas uniquement une défaite sur le plan militaire, mais également un coup dur au moral chrétien à travers l'ensemble du monde connu. C'était le plateau de jeu où l'une des confrontations les plus incroyables de l'histoire médiévale allait se dérouler. En pleine crise, le sort désigna à la direction du royaume de Jérusalem un jeune homme qui paraissait davantage apte à mourir qu'à mener la guerre. Baudouin IV a été couronné roi à seulement 13 ans, mais sa jeunesse n'était pas son plus grand défi. Son corps avait commencé à être ravagé par une terrible maladie, la lèpre, un mal qui était perçu au Moyen Âge comme une punition divine. La lèpre de Baudouin ne représentait pas uniquement un défi médical, elle était également une marque sociale dévastatrice. Dans une ère où la puissance physique du roi était synonyme de vigueur pour le royaume, la présence d'un souverain souffrant était perçue comme un indice de vulnérabilité divine. Ses membres perdaient progressivement leur sensibilité, son visage commençait à se dégrader et, avec chaque jour qui s'écoulait, la maladie progressait sans relâche dans son organisme encore jeune. Toutefois, ce que Baudouin n'avait pas en termes de santé physique, il le compensait par une volonté indéfectible et une intelligence remarquable. Il a reçu une formation de haut niveau de la part des meilleurs enseignants de son temps, y compris des formateurs arabes en équitation qui lui ont non seulement appris à monter à cheval, mais aussi à comprendre les stratégies militaires musulmanes. Cette formation interculturelle serait un atout essentiel pour ses combats futurs. Malgré sa maladie évolutive, Baudouin a prouvé qu'il avait des compétences en leadership qui dépassaient celles de beaucoup de rois en pleine forme. Son audace n'était pas celle d'un guerrier téméraire, mais celle d'un stratège réfléchi qui savait que chaque affrontement pouvait être le dernier. Malgré son apparence de plus en plus altérée,
Sa faculté à motiver ses hommes témoignait d'une force intérieure remarquable. La tragédie de Baudouin IV découlait de l'ironie cruelle de son existence. Alors que son royaume requérait ardemment un dirigeant puissant et pérenne, il se retrouvait avec un roi dont l'existence s'éteignait lentement, jour après jour. Toutefois, cette précipitation lui conféra une intensité et une résolution que peu de souverains avaient possédées. Il était conscient que son temps était compté et chaque choix qu'il faisait portait le fardeau de cette mortalité hâtée. Alors que Baudouin IV combattait sa maladie, le royaume de Jérusalem était confronté à une crise politique qui risquait de l'imploser de l'intérieur. La lèpre du roi ne le handicapait pas uniquement sur le plan physique, elle l'empêchait également de générer des héritiers, engendrant un vide de pouvoir que les nobles ont commencé à contester avec une ambition intense. Sibylle, la sœur du roi, était au cœur de cette tourmente politique. Elle était devenue l'élément le plus précieux du jeu politique du royaume, étant à la fois jeune, veuve et enceinte. Elle portait potentiellement l'avenir de Jérusalem dans son ventre et chaque noble ambitieux y voyait une chance de garantir sa propre succession sur le trône. Cette femme subissait une pression énorme, tandis que les machinations de cour se multipliaient à un rythme quotidien. L'arrivée de Philippe d'Alsace, un noble influent, à Jérusalem avec des ambitions de mariage, a ajouté une complexité supplémentaire à la situation. Sa requête pour un mariage stratégique pour Sibylle ne se limitait pas à une affaire personnelle, mais représentait une manœuvre politique susceptible de bouleverser la balance du pouvoir au sein du royaume. Philippe incarnait des intérêts extérieurs qui percevaient dans la crise de succession une occasion d'accroître leur pouvoir en Terre Sainte. Ces manigances politiques ne se produisaient pas dans un vide. Alors que les nobles chrétiens se querellaient pour le contrôle, Saladin surveillait la situation depuis ses territoires en Égypte et en Syrie, attendant l'instant idéal pour passer à l'action. L'absence d'unité parmi les croisés était son principal atout. Chaque jour qui s'écoulait alors que Baudouin devenait de plus en plus faible et que les nobles se disputaient entre eux, accélérait exponentiellement les chances d'une invasion réussie. Le royaume se trouvait dans une situation paradoxale. Il avait un roi courageux mais physiquement défaillant, une succession douteuse qui attisait les ambitions de nombreux prétendants, et un adversaire extérieur qui gagnait en puissance pendant qu'il s'affaiblissait. Cette conjonction de circonstances ferait de tout affrontement à venir un défi existentiel pour le royaume de Jérusalem. L'année 1177 a offert à Saladin l'occasion en or qu'il avait tant espérée. Ses agents l'ont informé que les troupes croisées étaient éparpillées et affaiblies. De nombreux chevaliers avaient quitté pour le nord afin de prendre part à d'autres expéditions, exposant Jérusalem comme jamais auparavant. C'était le moment idéal pour une attaque dévastatrice qui pourrait anéantir définitivement la présence chrétienne en Terre Sainte. Avec la minutie d'un tacticien chevronné, Saladin entreprit de rassembler une grande armée depuis l'Égypte. Les informations qui atteignirent les croisés étaient alarmantes. 26 000 hommes se dirigeaient vers le nord, une armée dépassant tout ce que le royaume de Jérusalem pouvait réunir en un laps de temps aussi court. Ce n'était pas simplement une troupe militaire, c'était un déferlement humain qui risquait d'emporter tout ce qui se dressait sur son chemin. Il était compréhensible que Saladin ait eu confiance. Il avait minutieusement analysé le contexte politique à Jérusalem, était conscient des vulnérabilités de Baudouin IV et était au courant que les croisés ne prévoyaient pas une attaque de cette envergure. Sa stratégie était à la fois simple et efficace: avancer rapidement depuis l'Égypte, conquérir les cités côtières une après l'autre, puis se diriger droit vers Jérusalem avant que les croisés ne soient en mesure d'établir une défense solide. Toutefois, Saladin a sous-évalué deux éléments essentiels: la résolution de Baudouin IV et le système de renseignement que les croisés avaient mis en place au cours de leur décennie en Terre Sainte. Lorsque l'information concernant l'invasion parvint à Jérusalem, le jeune roi atteint de lèpre n'a pas tergiversé un instant. Malgré son état de santé précaire, en dépit des probabilités défavorables,
Malgré les mises en garde de ses conseillers, Baudouin IV a opté pour une décision qui allait marquer son règne. L'écart était frappant. D'un côté, Saladin avançait avec l'assurance de celui qui a tous les atouts en main. De l'autre, Baudouin IV s'apprêtait à ce que beaucoup percevaient comme une mission vouée à l'échec. Cependant, c'est en cette période de crise extrême que la véritable nature des deux dirigeants se dévoilerait. L'un misait sur l'avantage numérique et la tactique classique, l'autre sur l'audace et le désespoir de celui qui n'a rien à perdre. La résolution de Baudouin IV de se diriger vers Ascalon, accompagné de seulement 375 chevaliers, a suscité à la fois admiration et effroi chez ses conseillers. D'après le chroniqueur Guillaume de Tyr, considéré comme la source la plus fiable de cette période, cet effectif réduit constituait quasiment l'intégralité des troupes que le royaume pouvait réunir en un laps de temps aussi court. C'était un jeu de désespoir d'un roi qui préférait périr en luttant plutôt que de laisser son royaume s'effondrer sans opposer de résistance. L'acheminement vers Ascalon ne constitua pas uniquement une opération militaire, ce fut également une affirmation de principe. Malgré sa santé de plus en plus dégradée par la lèpre, Baudouin IV dirigeait ses troupes avec courage et force, comme s'il était le meilleur guerrier de son royaume. Son simple présence était un message fort. Si un roi affaibli pouvait se battre, aucun chevalier ne devait avoir d'excuses pour ne pas le suivre. Cette manifestation de leadership personnel a stimulé ses troupes d'une façon qu'aucun discours n'aurait réussi à accomplir. La route vers Ascalon était semée d'incertitudes. Les éclaireurs transmettaient des informations de plus en plus inquiétantes concernant l'importance de l'armée de Saladin. Et à chaque compte-rendu, l'étendue du défi qu'ils affrontaient devenait plus évidente. Leur défi n'était pas simplement une confrontation. C'était un duel à la David contre Goliath, sauf que cette fois, David était atteint de lèpre et Goliath dirigeait une troupe de 26 000 soldats. Au cours de la marche, Baudouin a eu l'occasion de méditer sur les circonstances. Il était conscient que les chances de triomphe étaient faibles. Néanmoins, il réalisait également que l'inaction mènerait inéluctablement à la ruine de son royaume. Le choix de défendre Ascalon n'était pas uniquement une question de stratégie. Il revêtait également une dimension symbolique. Cette cité littorale constituait l'un des derniers remparts entre Saladin et Jérusalem, et la céder sans bataille reviendrait à remettre la ville sacrée sans opposition. La modeste troupe de Baudouin avançait vers ce qui était perçu par beaucoup comme un destin inéluctable. Cependant, au sein de ces troupes, il y avait quelque chose qui allait au-delà de la résignation. Ils étaient animés d'une détermination indéfectible, issue du désespoir mais alimentés par la foi et la fidélité envers leur jeune roi. Ces 375 chevaliers n'étaient pas seulement équipés d'armes et de cottes de mailles. Ils portaient le fardeau de l'espoir d'un royaume tout entier qui comptait sur leur bravoure durant les moments les plus obscurs de son histoire. Lorsque Baudouin IV est arrivé à Ascalon, il a été confronté à une situation qui a validé ses craintes les plus sombres. L'avant-garde de Saladin était la première arrivée sur les lieux et avait mis en place un siège autour de la cité. Les croisés étaient coincés, entourés par des troupes adverses qui les surpassaient largement en effectifs. Pour plusieurs chefs militaires, cela aurait été l'occasion de demander une capitulation honorable, mais Baudouin IV se distinguait des autres dirigeants. Le roi lépreux, évaluant la situation avec la rigueur d'un stratège chevronné, prit une décision qui étonna même ses propres troupes. Plutôt que de se confiner pour endurer un siège prolongé, il choisit d'exécuter une sortie audacieuse. C'était une mise en jeu périlleuse, susceptible d'emporter la vie de tous ces hommes. Néanmoins, Baudouin réalisait que l'inaction entraînerait une mort progressive et assurée. La sortie d'Ascalon s'est transformée en une démonstration impressionnante de commandement militaire. Bien que son corps fût affaibli par la lèpre, Baudouin conduisit ses chevaliers en tête de cortège, les galvanisant par sa présence. Ses mains, déjà en train de perdre leur sensibilité, tenaient les rênes alors qu'il commandait ses troupes face aux lignes adverses. Pour l'ennemi, voir leur roi malade se battre en première ligne a eu un effet démoralisant.
tandis qu'il a galvanisé ses propres forces. L'attaque, si surprenante et virulente, parvint à rompre l'encerclement musulman. Les partisans de Saladin, prévoyant un siège de longue durée, n'étaient pas équipés pour une attaque frontale aussi violente. L'effet de surprise a permis à Baudouin et ses troupes de percer à travers les lignes adverses. Cependant, le but réel n'était pas de défaire l'avant-garde, mais de s'éclipser afin de convoquer des renforts. Cette sortie réussie a marqué un tournant dans le moral des croisés. Ils ont prouvé que, bien qu'en infériorité numérique, ils peuvent causer des dégâts considérables à l'adversaire. Plus crucial encore, ils avaient acquis du temps de valeur et la liberté de se déplacer. Baudouin a su convertir une menace éventuelle en une occasion de réorganiser ses troupes et de solliciter les renforts indispensables. L'évasion d'Ascalon a déclenché une succession d'événements qui bouleverseraient profondément l'équilibre des puissances dans la zone. Baudouin IV, maintenant dégagé du siège, se déplaça rapidement vers Gaza, conscient qu'il pourrait y obtenir des renforts indispensables. Son objectif était de rejoindre les 84 chevaliers du Temple basés dans cette cité. Des combattants d'exception dont la renommée sur le champ de bataille était mythique à travers l'univers médiéval. L'interaction avec les Templiers a été un instant riche en symbolisme et en espoir. Ces moines combattants, revêtant des habits blancs distincts ornés de la croix rouge, incarnaient l'excellence de la chevalerie chrétienne. Ils avaient une discipline rigoureuse, un entraînement intensif et une dévotion totale à leur cause. Lorsque Baudouin se rendit à Gaza, les Templiers ne tardèrent pas à rallier à sa cause, conscients qu'ils s'engageaient dans une entreprise potentiellement mortelle, mais cruciale pour la pérennité du royaume. Baudouin ne se limita pas uniquement aux Templiers. En usant de son pouvoir royal, il fit appel à l'arrière-ban, une mobilisation qui forçait tous les hommes en âge de combattre dans le royaume à se joindre à la défense de la patrie. Cette convocation suscita une assemblée hétéroclite de combattants, des bourgeois équipés d'arbalètes, des paysans portant des lances, des artisans devenus fantassins et des vétérans de précédents affrontements qui se mirent à la disposition de leur souverain. L'union de ces différents groupes forma une armée qui, malgré sa taille inférieure par rapport à celle de Saladin, possédait un atout que l'argent ne peut acheter. Une solidarité issue du désespoir et une résolution nourrie par la croyance. Sous la conduite de Baudouin IV, divers groupes qui habituellement auraient préservé leur distinction sociale se rassemblèrent avec une finalité partagée: protéger leur terre natale face à l'invasion musulmane. Ce moment d'union a marqué un tournant psychologique dans la campagne. Ce qui avait débuté comme une mission désespérée s'est transformé en une nouvelle croisade. Les hommes ne combattaient plus uniquement pour leur souverain, ils luttaient pour leur famille, leur domicile et leurs croyances. Ce changement d'état d'esprit parmi les troupes serait essentiel pour les événements ultérieurs, fournissant le soutien moral et émotionnel indispensable pour surmonter des difficultés apparemment impossibles. Près du modeste hameau de Montgisard, le 25 novembre 1177, eut lieu l'un des affrontements les plus remarquables des croisades. L'armée de Saladin, sûre de sa supériorité numérique massive, avait éparpillé ses troupes tout en progressant vers Jérusalem. Cette dispersion, qui aurait normalement été une stratégie judicieuse pour couvrir un plus grand espace, se transforma en sa principale faiblesse lorsque Baudouin IV choisit de lancer l'attaque. L'ingéniosité tactique de Baudouin s'est manifeste dans sa sélection du timing et du lieu pour l'assaut. En se basant sur l'expertise locale des frères Ibelin, nobles qui savaient tout de chaque colline et marécage de la zone, les croisés déterminèrent le moment idéal pour attaquer. Le terrain marécageux entourant Montgisard, qui aurait pu représenter un défi pour une armée de taille modeste, s'est avéré être un atout lorsqu'il a été habilement exploité contre un adversaire dispersé et sûr de lui. L'attaque croisée a été d'une efficacité dévastatrice car elle alliait surprise, synchronisation parfaite et maîtrise supérieure du terrain. S'attendant à rencontrer de l'opposition dans les cités fortifiées, les musulmans
furent subitement attaqués en plein air par une force qui sembla surgir de manière inexplicable. L'incertitude initiale au sein des troupes de Saladin fut complète, et cette incertitude fut accentuée par la dissémination de ses forces. La confrontation s'intensifia tel un glissement de terrain qui prenait de l'ampleur. Les premières victoires combinées engendrèrent la terreur au sein des troupes musulmanes, et cette peur se propagea rapidement à l'ensemble de l'armée éparpillée de Saladin. Les troupes, ayant parcouru la distance depuis l'Égypte avec une conviction indéfectible de triomphe, se retrouvèrent en lutte pour leur survie face à un adversaire qui paraissait omniprésent. Le sol marécageux, sélectionné avec soin par Baudouin, s'est transformé en un piège mortel pour les troupes musulmanes en fuite. Les chevaux s'enlisaient dans la fange, les troupes se dispersaient et ce qui avait commencé comme un repli stratégique se métamorphosa en une fuite totale. L'ascendant numérique de Saladin s'est dissous en l'espace de quelques heures, cédant la place à la confusion et au désespoir d'une armée qui avait totalement perdu sa cohésion. Les 84 chevaliers du Temple de Gaza constituèrent le noyau de la victoire des croisés à Montgisard. Leur implication n'a pas seulement été une question de quantité, elle a été le facteur déclencheur, transformant une force désespérée en une machine de guerre performante. Ces moines guerriers, grâce à leur discipline emblématique et leur formation d'élite, ont constitué le soutien professionnel dont l'armée de Baudouin avait besoin pour faire face aux troupes de Saladin. La renommée des Templiers en tant que soldats d'exception ne découle pas de la propagande, mais de plusieurs décennies de batailles fructueuses en Terre Sainte. Ils ont subi un entraînement intensif et rigoureux, alliant compétences martiales et discipline monastique. En effet, chaque membre de l'ordre des Templiers était un soldat aguerri à une période où la plupart des belligérants étaient des paysans armés ou des nobles prenant part au combat de manière saisonnière. Cette professionnalisation s'est manifestée à Montgisard, où leur coordination et leur efficacité se sont nettement démarquées du désordre de l'armée musulmane. Au cours du combat, les Templiers initièrent l'assaut avec une précision qui déchira les rangs adverses tel un sabre tranchant la soie. Leur manœuvre coordonnée, réalisée avec la rigueur d'une machine parfaitement rodée, constitua l'ouverture initiale qui autorisa le reste de l'armée croisée à s'introduire dans les rangs musulmans. Ils n'étaient pas seulement efficaces par leur bravoure, c'était aussi leur aptitude à garder la formation et à obéir aux commandes, même au cœur du tumulte de la guerre. La tactique templière ne s'exprimait pas seulement dans l'assaut, mais également dans leur aptitude à conserver la pression sur l'adversaire en fuite. Contrairement à certains soldats qui auraient pu s'attarder pour piller ou fêter leur première victoire, les Templiers ont persévéré dans leur traque sans relâche, visant à garantir une défaite totale et non simplement provisoire des musulmans. Cette persévérance professionnelle a été essentielle pour transformer un triomphe tactique en dévastation stratégique. Les Templiers ont également eu un impact psychologique notable. Ils se distinguaient sur le terrain de bataille par leur tunique blanche distincte ornée de croix rouges, et leur réputation les précédait. Pour les soldats de foi musulmane, combattre les Templiers revenait à se mesurer aux meilleurs combattants chrétiens. Cette pression psychologique, conjuguée à leur véritable efficacité sur le plan militaire, accentua leur influence dans le combat bien au-delà de l'importance de leur effectif relativement modeste. À Montgisard, 84 chevaliers du Temple équivalaient à des centaines de soldats ordinaires, non seulement en raison de leurs compétences, mais aussi par la frayeur qu'ils infligeaient à leurs adversaires. La défaite de Saladin à Montgisard fut aussi totale qu'humiliante. Le grand sultan, qui avait débarqué en Terre Sainte avec une armée de 26 000 hommes, se trouva contraint de quitter le champ de bataille sur un chameau de charge, une scène qui trancherait fortement avec la magnificence et le faste de son arrivée. Ce ne fut pas un repli tactique organisé, mais plutôt une débandade désespérée qui révéla la vulnérabilité intrinsèque des forces armées les plus puissantes lorsqu'elles sont confrontées à l'association idéale d'audace, de stratégie et de conditions de terrain propices.
La traque s'étira sur 12 miles, se transformant en une chasse sans relâche qui décima les troupes musulmanes. Les soldats, ayant quitté l'Égypte avec des aspirations de grandeur, se retrouvèrent à fuir pour leur survie à travers des marais perfides, poursuivis par des chevaliers qui semblaient surgir de nulle part. Le terrain méticuleusement sélectionné par Baudouin demeura son complice, capturant les fugitifs dans un dédale de boue et de verdure épaisse. Les chiffres relatifs à la défaite musulmane furent désastreux. Parmi les 26 000 hommes que Saladin a mobilisés pour la campagne, seuls près de 2 600 sont revenus en Égypte, soit à peine 10% de l'effectif initial. Ce n'était pas uniquement une défaite sur le champ de bataille, c'était une désastre démographique qui retirerait à Saladin toute une génération de combattants aguerris. Les survivants qui parvinrent à retourner chez eux rapportèrent avec eux des récits d'épouvante qui se propageraient à travers l'ensemble du monde musulman. L'évasion de Saladin sur un chameau de bas est devenue un puissant emblème de l'imprévisibilité du conflit. L'individu qui avait rassemblé les musulmans et était perçu comme invincible se retrouva réduit à un simple fugitif, tributaire de la vitesse d'un animal de bas pour préserver son existence. Selon les chroniqueurs, aussi bien chrétiens que musulmans, cette image démontrerait que même les dirigeants les plus charismatiques peuvent être vaincus par une alliance appropriée de bravoure, de sagacité et de ténacité. Le désordre de la retraite musulmane fut tel que de nombreux soldats se égarèrent dans le paysage marécageux et ne furent jamais retrouvés. Ceux qui parvinrent à fuir le firent en laissant derrière eux leurs armes, armures et tout ce qui pourrait entraver leur évasion. Le butin qu'ils ont laissé a non seulement fourni aux croisés une richesse matérielle, mais aussi la preuve concrète qu'ils avaient réalisé quelque chose qui paraissait impossible, défait complètement Saladin à l'apogée de sa puissance. La victoire de Montgisard a retenti à travers l'ensemble du monde chrétien comme un éclat d'espoir dans ce qui paraissait être une situation désespérée. Pour les États croisés, cette victoire n'était pas simplement un répit militaire momentané, c'était une boost massive de morale qui a revitalisé l'effort croisé alors qu'il en était le plus en besoin. La nouvelle de la victoire d'un roi lépreux de 16 ans sur le redoutable Saladin se propagea de Jérusalem jusqu'au centre du pouvoir à Paris, Londres et Rome. Toutefois, la réalité stratégique était plus compliquée que ne le laissait présager l'euphorie initiale. Même si Montgisard a été une victoire impressionnante, elle n'a pas fondamentalement modifié l'équilibre des forces en Terre Sainte. Malgré sa défaite, Saladin conservait le pouvoir sur l'Égypte et la Syrie. Ses moyens restaient largement supérieurs à ceux des forces croisées et sa faculté de rassembler de nouvelles troupes demeurait inaltérée. La victoire avait permis de gagner du temps, mais elle n'avait pas remporté la guerre. Montgisard revêtait une importance tant pour ce qu'elle empêchait que pour ce qu'elle réalisait. L'invasion de Saladin était censée constituer le coup de grâce qui mettrait fin à la présence chrétienne en Terre Sainte. Sa défaite n'a pas seulement épargné le royaume de Jérusalem, elle a également prouvé que les croisés, lorsqu'ils agissaient de manière cohérente et sous une direction efficace, étaient capables de défier avec succès même les adversaires les plus redoutés. Cette leçon a laissé une impression sur les dirigeants chrétiens européens, qui ont commencé à revoir leur stratégie pour la Terre Sainte. La victoire a également eu des répercussions psychologiques considérables pour les deux parties. Elle a prouvé pour les croisés que la foi, le courage et une stratégie adéquate peuvent venir à bout des chances les plus défavorables. Elle a démontré que, pour les musulmans, Saladin n'était pas invincible, malgré son charisme et ses ressources. Cette action engendrerait probablement des discordes ultérieures parmi les musulmans et insufflerait un sentiment d'espoir chez les adversaires de Saladin au sein du monde islamique. Cependant, peut-être que l'aspect le plus marquant de cette victoire était ce qu'elle a mis en lumière concernant la nature du leadership en période de crise. Baudouin IV avait prouvé que la véritable force ne se trouvait pas dans un corps idéal, mais plutôt dans une volonté invincible. Son exemple motive non seulement ses pairs actuels, mais également les générations futures de dirigeants
qui seront confrontés à leurs propres défis, apparemment infranchissables. La lutte de Montgisard s'est transformée en un emblème prouvant que face même aux situations les plus désespérées, le courage et la ténacité peuvent surpasser l'avantage numérique et les ressources matérielles. La conduite de Baudouin IV à Montgisard va au-delà d'une stratégie militaire. Elle se transforme en une analyse du caractère face à une pression intense. Le choix de se battre en première ligne, malgré la déformation de son visage due à la lèpre et l'affaiblissement de ses membres, a envoyé un signal fort à ses troupes. Si leur roi souffrant pouvait affronter le combat, ils pouvaient sans doute le suivre. Il ne s'agissait pas d'une exhibition de machisme aveugle, mais d'une compréhension approfondie de ce que signifie mener depuis l'avant. La maladie de Baudouin conférait une dimension tragique tout en étant inspirante à son leadership. Il était conscient que sa situation se détériorait chaque jour, qu'il perdrait davantage de sensations dans ses membres et que le délai pour protéger son royaume se réduisait. Cette contrainte de temps lui conféra une intensité que rares sont les dirigeants à posséder. Il ne pouvait se permettre de retarder des choix compliqués ou d'attendre des moments plus propices. Chaque geste devait être crucial car il pourrait s'agir de sa dernière chance. Les chevaliers qui accompagnèrent Baudouin à Montgisard ont manifesté une forme de bravoure distincte. Leur courage ne provenait pas d'une illusion de puissance invincible, mais de la conscience qu'ils risquaient de mourir, tout en décidant quand même de se battre. Cette prise de conscience de leur propre mortalité, au lieu de les immobiliser, les a libérés pour se battre avec une intensité qui étonna même leurs adversaires. Ils ne combattaient pas uniquement pour la triomphe, mais pour la gloire de s'être tenus aux côtés de leur roi durant son heure la plus difficile. Le lien entre Baudouin et ses chevaliers démontre un concept essentiel du commandement militaire. Les troupes sont plus enclines à suivre un chef qui partage leurs dangers plutôt qu'un autre qui donne des ordres depuis un endroit sûr. Lorsque Baudouin a mené l'assaut, il ne dirigeait pas simplement une offensive. Il démontrait également qu'il estimait la vie de ses hommes au même niveau que la sienne. Cette parité dans le risque engendra un lien de fidélité qu'aucun discours n'aurait pu instaurer. La victoire de Montgisard a également mis en évidence l'importance de la diversité dans les postes de commandement militaire. Baudouin ne triompha pas uniquement grâce à son bravoure individuelle, mais également par sa faculté à regrouper diverses sortes de forces, les templiers de métier, les nobles chevaliers, les citoyens en armes et les paysans combattants. Chaque groupe a contribué avec ses propres atouts, et le génie de Baudouin se trouvait dans sa faculté à orchestrer ses compétences variées en une force unifiée qui opérait comme une machine de guerre coordonnée. L'échec de Montgisard a servi pour Saladin de leçon dure, mais indispensable sur les vérités de la guerre au Moyen-Âge. Son assurance dans sa force numérique et son statut de commandant invincible l'avait conduit à sous-évaluer sérieusement Baudouin IV ainsi que les aptitudes des croisés. Cette sous-évaluation n'a pas seulement été une erreur de stratégie, c'était un manquement majeur dans l'appréciation des capacités de l'adversaire qui a failli lui coûter sa carrière militaire. La principale faute de Saladin a été la dissipation de ses troupes lors de l'expédition vers Jérusalem. Dans des conditions normales, cette décision aurait été stratégiquement judicieuse pour étendre le contrôle territorial, mais elle se transforma en désastre lorsqu'il fut décidé d'attaquer. La dissémination convertit son atout numérique en handicap, puisque chaque entité isolée devient exposée à une offensive ciblée. Cette faute stratégique lui a fait comprendre l'importance de préserver l'unité des troupes, en particulier dans un environnement hostile. La réponse de Saladin face à la défaite a mis en évidence à la fois sa personnalité et son intelligence stratégique. Plutôt que de céder au désespoir ou de trouver des prétextes, il examina objectivement les raisons de son échec et se mit sans délai à élaborer un plan pour éviter des faux pas similaires à l'avenir. Sa faculté à tirer des leçons de l'échec et à se réajuster serait l'une de ses plus grandes qualités en tant que chef militaire. La leçon de Montgisard a également appris à Saladin à accorder du respect à ses adversaires croisés d'une manière qu'il n'avait pas fait auparavant. Baudouin IV,
qu'il considérait initialement comme un ennemi de peu de valeur en raison de son jeune âge et de sa maladie, s'est avéré être un tacticien exceptionnel capable de prendre des décisions audacieuses et brillantes. Cette nouvelle appréciation de l'envergure de ses adversaires aurait un impact sur toutes les futures campagnes de Saladin. Plus crucial encore, la défaite a appris à Saladin que la victoire en Terre Sainte ne se gagnerait pas par une unique bataille décisive, mais demanderait une approche à long terme, de la persévérance et l'aptitude à se relever d'échecs majeurs. Cette instruction se révélerait essentielle lorsqu'il reviendrait une décennie plus tard pour prendre Jérusalem en 1187, une expédition qui démontrerait qu'il avait effectivement assimilé les enseignements de sa précédente défaite. De nombreux malentendus et amplifications concernant la bataille de Montgisard ont persisté à travers les siècles, obscurcissant souvent la véritable essence de cet affrontement exceptionnel. L'une des imprécisions les plus tenaces concerne le nombre de 300 chevaliers, largement diffusé par différentes sources, alors qu'en vérité, d'après Guillaume de Tyr, le chroniqueur le plus respecté de cette période, Baudouin IV a quitté Jérusalem avec 375 chevaliers. Un écart minime, mais important pour l'exactitude historique. Dans les narrations ultérieures, le rôle de Renaud de Châtillon a souvent été amplifié, le dépeignant comme le chef de l'expédition ou l'instigateur de la victoire. Toutefois, l'évidence historique parle d'elle-même. Renaud était un homme de second rang par rapport à Baudouin IV. Même si ses compétences sur le champ de bataille étaient importantes, la décision de se diriger vers Ascalon ainsi que les choix tactiques essentiels ont été déterminés par le roi lépreux. Cette déformation a conduit à sous-estimer de manière injuste le rôle de Baudouin en tant que véritable héros de Montgisard. Une autre déformation fréquente consiste à dépeindre la bataille comme un triomphe entièrement miraculeux ou divin, négligeant les aspects stratégiques et tactiques qui ont permis son avènement. Bien que les chroniqueurs de l'époque médiévale aient sans doute vu la victoire comme un acte divin, la vérité est que Baudouin et ses stratèges ont fait preuve de discernement militaire. Ils ont choisi le moment propice pour l'attaque, ont exploité leur meilleure connaissance du terrain et ont tiré avantage de la division des troupes adverses. Bien que des sources de l'époque rapportent qu'il y avait 26 000 soldats dans l'armée de Saladin, il convient d'aborder ce chiffre avec un certain doute, puisque les chiffres de la période médiévale ont tendance à être amplifiés. Néanmoins, même si le chiffre réel était réduit de moitié, l'écart numérique demeurerait considérable et le triomphe par une marge étroite resterait exceptionnel. Ce qui importe, ce n'est pas la précision absolue des chiffres, mais l'importance de l'écart entre les forces contraires. Il est essentiel de saisir que, malgré le caractère spectaculaire de la victoire de Montgisard, elle n'a pas modifié de manière significative le cours de la guerre en Terre Sainte. Saladin a fait son retour une décennie plus tard et en 1187, il a pris Jérusalem, prouvant qu'un seul affrontement, même s'il est spectaculaire, ne décide pas de l'issue d'une guerre longue. L'idée de Montgisard comme le moment qui a sauvé les États croisés néglige le fait qu'il ne fut, en fin de compte, qu'un simple délai de l'inéluctable. La bataille de Montgisard a su captiver l'imagination du public d'une façon que rares sont les affrontements médiévaux à avoir réussi, faisant son apparition dans des productions contemporaines telles que le film Kingdom of Heaven et le livre Tempel Riddaren de Jan Guillou. Bien qu'elles s'écartent souvent des faits historiques, ces illustrations ont préservé la mémoire de Baudouin IV et de son triomphe extraordinaire contre des probabilités impossibles. Dans Kingdom of Heaven, le conflit est dépeint comme l'apogée du règne de Baudouin IV, soulignant son bravoure individuelle et son aptitude à diriger avec inspiration. Même si le film condense les événements et les personnages pour créer un impact dramatique, il parvient à saisir l'essence de ce qui a rendu cette bataille unique. Un dirigeant jeune et malade qui a refusé de capituler devant un adversaire apparemment invincible. Cette mise en scène a présenté l'histoire de Baudouin IV à un nouveau public. Dans Tempel Riddaren, Jan Guillou présente la bataille du point de vue des chevaliers du Temple,
mettant en avant leur importance décisive dans le triomphe. Malgré son caractère fictif, Guillou a mené une vaste recherche historique et sa représentation de la bataille dépeint de nombreux aspects authentiques qui ont contribué à sa réalisation. Ce roman a eu une influence notable en Scandinavie, ravivant l'intérêt pour l'histoire des croisades. La réminiscence de Montgisard dans la conscience collective dénote quelque chose de plus substantiel que l'intérêt purement militaire pour l'histoire. L'histoire de Baudouin IV est marquante, car elle illustre la victoire de l'esprit humain face à l'adversité physique, le leadership qui se manifeste dans les heures les plus difficiles et la capacité de certaines personnes résolues à modifier le cours de l'histoire. Ces sujets universels dépeignent pourquoi la lutte conserve sa pertinence des siècles après son occurrence. La lutte a également résonné dans les écrits militaires contemporains comme un cas illustratif de la manière dont un leadership inspirant peut pallier des désavantages matériels notables. Dans les études militaires actuelles, Montgisard est souvent cité comme un exemple illustratif du pouvoir du moral, de l'importance de la synchronisation tactique et de la façon dont une meilleure connaissance du terrain peut rééquilibrer les forces face à un adversaire numériquement supérieur. La bataille de Montgisard constitue l'un de ces instants exceptionnels dans l'histoire où la vaillance personnelle et le génie tactique fusionnent pour engendrer une victoire dépassant ses conditions immédiates. Néanmoins, pour saisir pleinement son sens, nous devons percevoir cela non pas comme une conclusion, mais plutôt comme un épisode dramatique dans le cadre de la grande tragédie des États croisés en Terre Sainte. Baudouin IV avait réalisé l'impossible. Avec une troupe de moins de 500 soldats, il avait battu l'une des plus imposantes armées jamais assemblées par Saladin. Cependant, cet triomphe éclatant ne pouvait pas modifier la situation fondamentale à laquelle était confronté le royaume de Jérusalem. La lèpre du roi poursuivait son avancée implacable, ses pouvoirs demeuraient restreints et Saladin, malgré sa défaite, conservait la maîtrise d'une vaste quantité de ressources en Égypte et en Syrie. La véritable tragédie de Montgisard ne résidait pas seulement dans le fait que la victoire était éphémère, mais aussi qu'elle révéla le potentiel inexploité des États croisés. Si Baudouin avait joui d'une santé robuste, si le royaume avait bénéficié d'une succession stable, si les nobles avaient préservé leur cohésion, l'histoire de la Terre Sainte aurait pu prendre un tout autre tournant. La confrontation démontra ce qui est réalisable lorsque tous les facteurs s'ajustent de manière appropriée. Saladin, une décennie après Montgisard, est revenu en Terre Sainte muni d'une stratégie perfectionnée et d'une connaissance plus approfondie de ses adversaires. En 1187, après la mort de Baudouin IV, le royaume a été miné par des querelles internes et les croisés ont perdu le leadership charismatique qui avait conduit à leur précédente victoire. La prise de Jérusalem par Saladin a été, dans plusieurs aspects, l'aboutissement inévitable de l'histoire que Montgisard avait momentanément stoppée. L'impact de Baudouin IV et de la bataille de Montgisard dépasse largement leur portée militaire immédiate. C'est un exemple éternel que même dans les situations les plus désespérées, un leadership remarquable et du courage peuvent réaliser l'impossible. Malgré l'incapacité à préserver le royaume de Jérusalem de manière définitive, Baudouin IV a prouvé que la grandeur ne dépend pas d'un corps sans défaut ou de conditions idéales, mais du courage à agir avec détermination lorsque l'histoire le requiert. Son triomphe à Montgisard demeure une illustration de la force de l'esprit humain à vaincre n'importe quelle adversité, même si elle semble accablante.